Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Barça-Villarreal les amis, match le jeudi soir cette fois-ci. Est-ce que c'est un signe? S'il faut y voir un signe, je ne sais pas. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Après la défaite dans le Classico, l'équipe n'est pas forcément au mieux psychologiquement, j'imagine, mais c'est pas le moment de flancher quand même. C'est pas le moment de flancher. Voilà, les supporters, on a le droit de venir pleurer tout ça, mais les joueurs non, ils ont pas le droit, évidemment. Comme je l'ai dit, la saison elle est longue et rien n'est fini. En tout cas en Liga, rien n'est fini. On a juste perdu, enfin c'est un petit rappel, le Barça vient de perdre son premier match de Liga, on est à 3 points du Real, ok ça fait mal, et quand tu vois les matchs tu te dis le Real ils vont pas forcément perdre énormément de points, tout ça, mais avant cette confrontation là, on en était au même nombre de points, on avait juste une meilleure différence de buts, on avait marqué plus de buts et encaissé moins de buts, voilà. Maintenant, en un seul match, on a encaissé 3 fois plus de buts que dans les 8 premiers matchs du Barça, évidemment c'est une catastrophe, on va dire, ça peut être la fin du monde, je ne sais pas, mais franchement non, il n'y a pas de quoi non plus s'effondrer, je veux dire, ça va. Même si actuellement le Barça il semble à la ramasse, on va dire, mais quand même on en est encore loin, je veux dire. On voit les déboires en Ligue des Champions, on le sait tout ça, pas la peine de me rappeler, ouais mais non, mais la Ligue des Champions, ouais, je sais, je sais frère. Je sais que c'est catastrophique en termes de résultats, en termes de ce qu'on montre, l'image quoi, qu'on montre sur le terrain, donc ça c'est en termes de jeu, on va dire que c'est pas encourageant, mais en soi, même si bon la Ligue des Champions, je sais bien que c'est fini, et je sais bien que c'est une priorité pour tout le monde, puisque le Real fait que de la gagner, et que la plupart des supporters, voilà, ils sont un peu complexés par rapport à ça, j'ai l'impression, et ils attendent uniquement que le Barça gagne des champions et ça ira. Je ne sais pas, ce n'est pas uniquement ça la priorité non plus, il y a autre chose, j'ai envie de dire, à gagner, il n'y a pas que la Ligue des Champions, les gars, je sais que c'est important comme trophée, mais voilà, c'est juste pour prendre un peu de recul par rapport à ça, quoi. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est évidemment la façon dont on joue, quoi. C'est le dernier match dans le Classico, le Xavi a dit que c'était pas un problème psychologique, apparemment, que c'était plus un problème footballistique, on va dire, mais quand on voit comment on a joué contre le Real, on a joué avec la peur au ventre, les gars, on a joué sans idée, évidemment, il y avait rien, les attaquants étaient statiques, les milieux n'avaient aucune, enfin surtout Pedri, à l'image de Pedri, qui n'osait même plus de faire de passes, qui faisait encore il y a pas longtemps, je veux dire. Ça, c'est pour moi, c'est un problème psychologique, c'est pas un problème footballistique, ce n'est pas d'un coup, du jour au lendemain, tu n'arrives plus à faire une passe ou tu n'oses plus faire les passes, non, ça n'existe pas. Si tu n'oses plus faire les passes, c'est que tu as peur. Est-ce que tu as peur parce que ton équipe derrière, tu la sens faible, ou est-ce que toi, tu n'as pas confiance en toi, voilà, mais pour moi, du coup, c'est un problème mental, un problème psychologique. Et le problème, c'est que ça colle pas forcément avec la tactique mise en place, on va dire. On a une équipe qui doute, en fait, qui joue la peur au ventre, et on a une équipe qui est censée jouer dans un système assez offensif, avec une animation, tout ça, une tactique qui est quand même assez offensive. Des joueurs qui jouent très haut sur le terrain, placés très très haut, dans la moitié de terrain adverse, en fait. Les défenseurs qui jouent au niveau du rond central. Donc voilà, on est assez entreprenant, assez offensif. Le problème, c'est qu'on n'ose pas. Et derrière, on a beaucoup d'espace comme ça à devoir couvrir. Et c'est pas possible, on se fait prendre. Et si on n'ose pas prendre des risques quand on joue de façon assez offensive, où on est censé prendre des risques, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Entre la psychologie, le mental des joueurs actuellement et la tactique mise en place, ça ne colle pas. Après, est-ce que c'est la faute de Xavi? Possible. C'est possible principalement que ça soit, on va dire, dans un premier temps, la faute de Xavi, parce que c'est lui qui fait ses choix. Il a sa part de responsabilité, en tout cas, dans ce qui se passe. Forcément, ton point fort, c'est censé être... t'es censé être une équipe qui est offensive, qui prend des risques, tout ça, et si ton point fort, d'un coup, devient ton point faible, ça ne colle plus. Après, est-ce que, voilà, on dit que c'est la faute de Xavi, parce que c'est lui qui choisit les joueurs, ok, c'est lui qui fait les tactiques, mais est-ce que Xavi devrait mettre en place, du coup, une tactique plus défensive? Est-ce qu'on devrait jouer de manière défensive pour sécuriser l'équipe et comme ça, si on joue avec des joueurs qui sont pas trop en confiance, ils auront peut-être un peu plus confiance et on jouera vraiment défensivement, je veux dire un peu comme à l'Atlético Madrid, peut-être pourquoi pas avec 6 ou 7 défenseurs derrière et voilà, je suis pas sûr que ça soit la bonne idée, vous voyez, vous connaissez un peu mon second degré, mais souvent j'abuse un peu dans ce que je dis, forcément c'est pour vous montrer un peu peut-être un peu l'absurdité aussi de certaines choses. Le Barça, le problème c'est qu'ils savent pas défendre, les amis. Vous le savez très bien, de toute façon ça ne date pas d'hier, c'est pas une question, même quand le Barça gagnait tout ce qu'il pouvait gagner comme trophée, l'époque Guardiola, Luis Enrique, tout ce que vous voulez, le Barça ne savait pas forcément subir, en tout cas. Il savait peut-être défendre avec le ballon, on évitait de prendre trop de contre-attaques, trop d'actions, parce qu'on arrivait à garder le ballon et en face quand on était moins bien, on va dire,
dans nos temps faibles, on savait garder le ballon, éviter de les perdre de balles pour se manger des contre-attaques de l'espace. Ça, on sait plus le faire. On ne sait plus le faire. Donc, on ne sait pas subir. Le Barça ne sait, historiquement, j'ai envie de dire, il ne sait pas subir. Peu importe les défenseurs que tu mets, t'as beau mettre Araujo qui tu veux, frère, on peut pas subir tout un match. On sait on tiendra pas. Tu vois. On n'est pas une équipe qui joue comme ça. Pour moi, c'est assez clair. Maintenant, voilà, c'est est-ce que pour autant, comme je le dis, il faut jouer de manière défensive, mettre tout le monde en défense, tout ça, pour essayer de sécuriser le truc. Je suis pas sûr que ça marche. Puisqu'on sait pas jouer comme ça, comme je vous l'ai dit. Le problème actuel, c'est que les joueurs n'ont pas forcément confiance, que ça soit en attaque ou en défense en fait, et du coup on est mauvais dans les deux parties du terrain, dans la surface adverse et dans notre surface. Au début de saison, on avait une attaque qui marchait plus ou moins quand même, tu as marqué quand même quelques buts, tout ça, même si c'est en grande part grâce à Lewandowski, mais quand même, on marquait pas mal de buts, on était assez efficace, un peu plus que maintenant, dans la surface adverse. Maintenant, on n'est ni efficace dans la surface adverse, ni vraiment efficace dans notre surface, parce qu'on le voit, quand on subit des contres, de toute façon, c'est toujours compliqué pour nous. Donc Xavi, il a dit en conférence de presse que c'était pas forcément un problème mental, que c'était peut-être plus tactique, un problème plus footballistique. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, de toute façon, mais voilà. Il a dit que les joueurs doivent être plus agressifs, peut-être mieux se positionner sur le terrain, les milieux, les défenseurs peut-être, et voir un peu plus de mouvement aussi, un peu plus de créativité, je sais pas, de mouvement devant, parce que c'est trop statique, quoi. Et il est convaincu qu'avec le travail, on y arrivera. Je suis convaincu aussi de ça, évidemment, à force de travailler, on y arrivera, mais voilà, pour moi c'est un problème de confiance, et quelles sont les solutions, franchement c'est difficile. C'est difficile parce que si les titulaires ne sont pas en confiance, les remplaçants ne le sont pas forcément plus. Voilà, ça viendra avec les résultats, on va dire. Si petit à petit tu te remets à gagner, tu te remets à marquer des buts, l'équipe va reprendre confiance petit à petit. Il faut faire souffler aussi certains joueurs qui sont un peu cuits, puis voilà. Au bout d'un moment ça reviendra, mais c'est un processus assez long, ça peut pas venir comme ça du jour au lendemain. Après, si on explose Villarreal et Bilbao 2 matchs d'affilée, on les explose 5-0, je pense que la confiance elle va revenir quand même pas mal. Mais ça voudra pas dire qu'on va s'enflammer et qu'on va gagner le triplé, qu'on va faire quoi que ce soit. C'est ça le problème aussi, ça c'est le problème des supporters. On a tendance à trop s'enflammer après une victoire, c'est bon, on va écraser tout le monde. On a gagné 5-0 contre telle personne, on a acheté 2-3 gars dans le mercato, amenez-nous le Bayern. Oui, on aurait peut-être pas dû nous les amener, le Bayern. Bref, Villarreal, eux, c'est une très bonne équipe. En soi, c'est une assez bonne équipe, on le sait, ça fait quelques temps qu'ils sont plutôt bons, ils ont un bon coach, Unai Emery, qu'on avait utilisé avec la remontada, tout ça, mais en soi, ça reste un bon coach qui a des belles idées, qui a fait de Villarreal comme une très bonne équipe, qui a battu le Bayern, éliminé le Bayern de la Ligue des Champions, c'était la saison dernière, je crois bien. Donc c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui est entreprenante, qui a des bons joueurs aussi, des joueurs intéressants de ballon, quoi, qui tiennent le ballon, qui savent quoi faire avec en tout cas. Mais voilà, ils ont aussi quelques petits absents à noter qui sont Moreno, donc l'attaquant, et Foyce, que Xavi voulait d'ailleurs. Donc voilà, c'est des joueurs assez importants qui sont absents et qui peuvent un peu faire du mal à cette équipe. Mais enfin bref, Villarreal, eux, ils sont 7ème au classement. Donc en soi, voilà, c'est pas fou non plus. Ils ont un match de moins que Bilbao. Ils sont à 3 points donc, et qui sont donc juste devant et qu'on affronte d'ailleurs ce week-end. Villarreal, ils ont gagné 4 matchs, ils ont fait 3 nuls et 2 défaites. Donc assez mitigé en soi. Ils ont joué pas mal de matchs à l'extérieur. La plupart de leurs matchs, je sais plus combien on a joué de matchs, mais ils ont joué 3 matchs à domicile et 6 matchs à l'extérieur. Donc sur les 6 matchs à l'extérieur, de Liga je parle uniquement, il y a eu 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 2 défaites contre des équipes joueuses d'ailleurs, le Betis Séville et la Real Sociedad. Donc est-ce que c'est un point à retenir? Je pense. Dans ces 2 défaites là, effectivement, ils n'ont pas pris non plus énormément de buts. Même dans les 6 matchs à l'extérieur, ils ont pris uniquement 2 buts. Donc dans les 2 défaites, 1-0 à chaque fois, c'est des petits scores. C'est pas une équipe qui a tendance à trop encaisser non plus. Bon, j'ai dit qu'il leur manquait des joueurs, mais ils ont quand même des joueurs pas mal. Des joueurs, par exemple, on va commencer par le milieu. Ils ont un Parejo, qui fait penser un peu à Busquets, on va dire, dans le domaine maîtrise du jeu, tout ça. Compréhension du jeu, vision du jeu, tout ça. Voilà, c'est un mec aussi assez vieux, niveau intensité. Voilà, on sait qu'il peut pas mettre autant d'intensité qu'à l'époque. Ils ont aussi le Capu à côté, qui est pas mauvais. Ils ont aussi Lo Celso, qui est très bon. En attaque, il y a Danjuma, là, je sais pas comment ça se prononce, mais qui est pas mauvais, même s'il est un peu moins bien cette saison. Il revient bien, il a mis un doublé dans le dernier match, donc attention à lui. Il y a des joueurs intéressants aussi, comme Chukwueze, Yeremi ou Jackson aussi, en attaque, qui sont pas mauvais. Pas des joueurs de fous malades non plus, mais tu vois, c'est des joueurs qui peuvent être dangereux en contre-attaque, des joueurs assez puissants et rapides. Comme je le disais, Lo Celso, qui est assez électron libre. On sait pas si les milieux attaquants, ils se baladent pas mal. Dans cette équipe-là, une excellente qualité de passe et de vista aussi. Donc attention, évidemment, à Lo Celso. Et une charnière plutôt solide, on va dire, avec Albiol et Pau Torres. 2 Espagnols. Alors pour moi, le point faible, on va dire, de cette défense-là, c'est la rapidité, la vitesse, le manque de vitesse de cette défense. Pau Torres, c'est pas un joueur qui est très rapide, c'est un joueur qui est intelligent, qui est bon dans la relance, tout ça, mais c'est pas forcément un joueur très rapide.
ni très agressif en soi. Et Raúl Albiol, c'est un soldat. Le gars, c'est un soldat, ok, mais c'est surtout un mec très vieux. Et en termes de vitesse, tout ça, c'est pas la folie. C'est pas la folie, Raúl Albiol. Si le gars joue assez haut, c'est ce qu'on a vu un peu contre la Real Sociedad, ils ont pressé assez haut par moment, et ils étaient dépassés, les défenseurs. Ils étaient dépassés dans leur dos, parce que t'avais des attaquants qui partaient en flèche, David Silva qui lançait les attaquants, et les mecs pouvaient pas suivre derrière. Pouvait pas suivre, Raúl Albiol il était à la rue. Donc est-ce qu'il faut appuyer sur ça? Je pense aussi. Il faut jouer dans leur dos, dans le dos de la défense, en profondeur, lancer des mecs comme Ansu Fati qui sont des piles électriques on va dire, qui peuvent prendre de la vitesse et ça peut leur faire mal, En parlant d'Ansu Fati, on attend quelques changements dans cette équipe. Xavi en conférence de presse il a dit qu'il y aura quand même 2-3 changements, donc on peut s'y attendre. Le premier changement qu'on attend évidemment c'est Frenkie à la place de Busquets évidemment. Busquets on le sent fatigué, Xavi l'a dit en conférence de presse, Busquets reste un joueur important, tout ça, évidemment, je suis d'accord, ça reste un joueur important, mais c'est pas un joueur qui doit jouer tout le temps non plus. C'est un joueur qui peut t'apporter, évidemment, par son expérience, par son intelligence de jeu, mais c'est pas un joueur qui doit enchaîner tous les 3 jours et qui doit jouer 90 minutes par match. Non, ce n'est pas ça. Donc on attend Frenkie à la place de Busquets. Est-ce que il sortira ses meilleurs matchs? On verra. Il avait bien entamé ce début de saison, il avait pas été trop mauvais en 6, même s'il manque toujours quelques petits trucs, dans le jeu long surtout, principalement, comme je l'ai déjà dit. On verra. Mais voilà, j'attends un peu de changement de ce côté-là. On attend aussi des changements en attaque. L'attaque est trop prévisible, les ailiers sont trop stéréotypés, trop statiques. C'est trop... ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors Dembélé a de la qualité pour passer des joueurs, ok, mais il ne fait pas des choix intelligents. On l'a vu encore pour le Classico, ça fait quand même quelques matchs d'affilée où Dembélé, il commence à être beaucoup trop perso, encore plus qu'avant, même si, bon, voilà, ça reste un attaquant, il peut être perso, essayer de dribbler, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand il y a un joueur qui est beaucoup mieux placé que toi et que tu peux le lancer et l'action peut être dangereuse, il peut y avoir but, frère, donne-lui en fait. C'est juste ça que je reproche à Dembélé. Après, forcément, ses qualités de percussion, ses qualités de vitesse, il en a. Il a des qualités de centre, on va dire, voilà, quand il tire pas dans les nuages, mais voilà, il a des qualités, c'est juste qu'il n'arrive pas à les utiliser, ou alors il veut trop faire la différence à lui tout seul, ça marche pas. Rafinha, lui, il est en manque de confiance pour moi. Faut pas que, comme je l'ai déjà dit, il faut pas que ça qu'il s'enfonce dans son truc, un peu comme Ferran Torres la saison dernière, où il jouait trop, il enchaînait trop les mauvaises performances. Après, Xavi, du coup, le sort, il est frustré parce qu'il sort en premier, tout ça. Frustration qui s'installe, manque de confiance, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut apporter un peu de fraîcheur à cette attaque. On attend beaucoup d'Ansu Fati. J'attends aussi beaucoup de Ferran Torres, même si la plupart des supporters n'attendent pas beaucoup de Ferran Torres ou veulent le voir partir. Peu importe. Moi, j'attends beaucoup de lui. Il est dans l'équipe en attendant pour le moment et évidemment, il doit venir concurrencer ces mecs-là parce que, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est pas une question de savoir qui est sur le terrain. La question, c'est de savoir si les attaquants sont performants ou pas. S'ils le sont pas, il faut changer quelque chose déjà. Et en plus de ça, si tu n'installes pas une concurrence dans cette attaque, les mecs sont tranquilles, ils sont assurés d'être titulaires. Et comme me l'a fait remarquer un abonné avec qui j'ai discuté dans les commentaires, gentiment, poliment, si on peut discuter dans les commentaires poliment, il me disait que Dembélé, évidemment, le seul moment, on va dire, dans la carrière de Dembélé au Barça, en tout cas, depuis qu'il est là, où il a été vraiment bon, c'est quand il a été mis en concurrence. La saison dernière, quand il revient de sa blessure, à peu près quand Xavi arrive, qu'il y a Adama sur son côté, et qu'il y a vraiment la concurrence qui s'est installée entre Adama et Dembélé. Évidemment, après, il l'a bouffé, et Dembélé était devenu le titulaire indiscutable. Et voilà, en fin de saison, après, ça c'est voilà, Adama faisait plus partie vraiment du truc. Mais au départ, quand Adama est arrivé en hiver, il y avait cette concurrence qui s'est installée et Dembélé nous sortait des grands matchs. Ça, il y a rien d'autre à dire. Mais voilà, on attend plus. Donc il faut mettre en place cette concurrence, comme je le dis, tout simplement pour que les joueurs se montrent plus, quoi, élèvent leur niveau, tout simplement. Pour moi, c'est logique. C'est la concurrence dans une équipe de foot, c'est la base, quoi. À souligner que c'est pas non plus uniquement la faute des attaquants. Des fois, il y a des bons appels des attaquants. On a vu l'appel, par exemple, je vous l'ai montré dans l'analyse d'après-match du Classico, l'appel de Dembélé qui court là, les bras écartés en faisant un Titanic. Il faisait des grands appels à Frenkie il le voit, il lui donne pas la balle, par exemple, alors que le gars part tout seul. Après, j'ai revu vite fait l'image, mais Robert Lewandowski lui fait signe de la passer à Roberto. Donc peut-être qu'il écoute un peu trop Lewandowski, mais en soi, fallait la donner à Dembélé. C'est comme Pedri à un moment aussi, pareil, hein,
j'ai analysé cette image-là, où on voit Pedri qu'il a le choix entre la donner à Rafinha et Lewandowski. Il la donne à Lewandowski, bon c'est pas forcément un mauvais choix, même s'il loupe ça passe malheureusement, mais ce que je veux dire c'est, des fois on a quand même des appels. On a des appels intéressants de Dembélé, de Rafinha, mais ils sont pas servis par les milieux, donc le milieu manque aussi de créativité, manque de confiance aussi, d'agressivité, moi ça manque de plein de trucs aussi, mais bon, c'est compliqué, les attaquants sont pas toujours servis, et le problème c'est que Pedri, c'est un peu le seul à être dans ce domaine-là, qui peut apporter des déséquilibres par la passe ou par le dribble. Le problème c'est que Pedri, il semble un peu fatigué là. Alors si on le fait tourner, le problème c'est qui on va mettre de créatif à la place de lui, à la place de Pedri. On dit beaucoup, enfin j'entends souvent qu'il faut mettre Kessié, qu'il faut mettre Frenkie, ok c'est cool, mais imaginons tu fais tourner, c'est ce que je vais faire derrière dans la compo, hein, petit spoiler alerte, je ne mettrai pas Pedri, et donc si on met Kessié, Frenkie, Gavi, compliqué après le milieu, compliqué, après voilà c'est comme ça, il faut faire tourner aussi, il faut oser, pour pas cramer les joueurs, donc voilà, mais après c'est compliqué, niveau créativité on l'a déjà vu dans la saison, hein, quand il n'y a pas Pedri au milieu, ni Busquets aussi qui peut apporter par la passe, du jeu en une touche de balle aussi, niveau créativité c'est compliqué pour nous. Frenkie peut apporter aussi un peu par le dribble, par la percussion, tout ça, mais s'il joue en 6, est-ce que vraiment il peut apporter dans la percussion, est-ce qu'il peut jouer très haut, se projeter dans la surface? Je sais pas si ça a son rôle, tu vois. Donc voilà, on va voir, c'est peut-être un peu risqué. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, les gars. Je partirai donc en 4-3-3 classique, hein, sans surprise, avec Ter Stegen au cage. Donc je vais commencer par vous donner la compo qui est assez étonnante pour certains postes, on va dire, mais après je vous expliquerai un peu l'animation plus en détail, histoire que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc Ter Stegen au cage, en défense Roberto, Koundé, Alonso et Jordi Alba, oui je sais, un milieu Frenkie, Kessié, Gavi, et une attaque Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres. Alors vous allez me dire oui c'est énormément de changements, Xavi ne fera pas ça, hein, je vous le dis d'avance, pas la peine de vous énerver sur Xavi, les gars il fera pas ça, je pense pas. Mais voilà, Xavi a dit qu'il allait faire 2-3 changements, là moi les changements, voilà j'en ai fait pas mal. J'ai choisi de mettre au repos Eric Garcia parce que même si pour moi Eric Garcia apporte beaucoup, mais un de ces jours j'en ferai une vidéo peut-être comme ça pour que les abonnés voient ce que peut apporter Eric, parce que souvent voilà moi j'ai vu un article il y a pas si longtemps là sur Eric Garcia qui montrait un peu ses stats, et c'est un des meilleurs, c'est ça qui est énorme, c'est un des meilleurs dans les duels en tant que défenseur dans la Liga, je crois qu'il est deuxième, un truc comme ça, c'est un des meilleurs dans la passe forcément, c'est un des meilleurs dans ce qu'il peut apporter dans le jeu offensif, c'est le troisième joueur qui apporte le plus, qui fait le plus avancer l'équipe après Pedri et Gavi les gars, le troisième c'est Eric Garcia pour vous dire. Donc quand tu joues comme ça avec le ballon, tu as la possession du ballon, et Eric Garcia il est forcément très important dans une défense. Après, comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, il est en ce moment, surtout sur les derniers matchs, l'Inter, le Classico, tout ça, il est énormément fautif, il fait des bêtises, il fait des fautes qui sont dignes des débutants, et voilà, c'est là qu'on voit que son manque un peu d'expérience est criant on va dire, mais en soi c'est un bon footballeur, c'est juste que voilà, faut qu'il gomme ces bêtises là, parce que effectivement depuis le début de la saison il est très bon, mais bon bref, en tout cas j'ai choisi de le faire tourner, de faire souffler un peu Eric Garcia, parce que de toute façon on en aura besoin dans les prochains matchs. J'ai choisi de mettre Roberto encore une fois à droite parce que je vais vous l'expliquer dans l'animation, mais voilà, il vient soutenir un peu au milieu, il a pas sorti un très mauvais match dans le Classico, même s'il pouvait pas faire grand chose et qu'il a pas non plus apporté énormément offensivement on va dire, mais en soi de toute façon Bellerin vient à peine de revenir de blessure, il est convoqué là, je pense qu'il rentrera prendre quelques minutes en fin de match, mais je le mettrai pas titulaire évidemment. On pourrait mettre aussi Koundé à droite, mais pour le moment je préfère le garder encore un peu en centrale pendant qu'il n'y a pas Araujo, bon Araujo il arrive dans longtemps, et pendant qu'il n'y a pas Christensen. Après évidemment possible que je reparte avec Koundé à droite, moi je pense que c'est un peu la solution la plus évidente dans les gros matchs. Au milieu ça tourne beaucoup, oui, il y a Frenkie, Kessié et Gavi. Alors j'ai choisi de faire souffler Busquets, bon ça me paraît évident, et Pedri c'est assez risqué, voilà, c'est assez risqué. Tout le monde me demande de mettre Kessié, enfin demande à Xavi principalement de mettre Kessié, voilà, il est là. Est-ce qu'il sera sur le terrain demain? Je peux pas vous le dire, je sais pas, il rentrera forcément un petit moment, mais voilà, moi je le mettrai. Je vais passer à l'animation parce que voilà, je vais expliquer pourquoi je mets Kessié et tout ça. Donc on va sortir le tableau, hein, les amis, le petit tableau, j'espère qu'on m'entend bien d'où je suis. Donc là c'est l'animation en phase offensive les gars, donc vous vous dites c'est quoi ce bordel? Ouais, je comprends, c'est quoi ce bordel. Là c'est Sergio Roberto, donc là tac, 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 voilà. On est à peu près en 4-3-3 là, si vous voyez bien, on a Roberto en arrière droit,
Koundé, Marcos Alonso, Jordi Alba. Alors oui, j'ai mis Jordi Alba, j'ai pas expliqué pourquoi, mais je fais souffler un peu Baldé. Baldé, on en aura besoin pour Bilbao. Pour moi, on a plus besoin de Baldé contre Bilbao que contre Villarreal. Voilà. Et puis, Jordi Alba a pas fait un match catastrophique contre le Real. Je fais souffler un petit peu. Je fais souffler aussi Eric Garcia, je mets Marcos Alonso, je mets pas Gérard Piqué parce que j'ai pas envie, ça me paraît évident pourquoi, mais voilà, je le mets pas. Je préfère Marcos Alonso à la limite dans l'axe. Donc, dans cette attaque-là, on a Ansu Fati, Lewandowski, Ferran Torres. Au milieu, on a un Kessié, un Frenkie en 6 et un Gavi. Et donc en défense, comme je l'ai dit, donc en phase offensive, Ansu Fati, on le sait, va rentrer dans l'axe. Lewandowski va prendre aussi sa place dans l'axe. Les deux vont interchanger. De toute façon, il y aura Lewandowski va dézonner, il va faire des appels, Ansu Fati vont se déplacer. Ça, vous le savez. On a Sergio Roberto qui vient là souvent pour aider l'ailier et au milieu. Et on a Jordi Alba qui va prendre le couloir. Le couloir, les gars, c'est pas Kessié qui va le prendre, c'est forcément Jordi Alba. On a un Kessié qui va venir ici et un Frenkie qui va venir ici. Kessié, on l'a vu dans le Classico, il est rentré à peu près à ce poste-là. À ce poste-là, il est venu en soutien, on va dire. Il vient en soutien ici pour jouer avec Frenkie, avec Ansu ou Lewandowski, avec Jordi Alba. Voilà, il vient pour combiner. De toute façon, Kessié, on le sait, pour moi, hein, c'est pas quelqu'un de très créatif en soi. Il va pas t'apporter non plus des passes laser, des passes entre les lignes comme Pedri peut le faire ou des trucs comme ça. C'est un joueur qui va venir pour sécuriser le jeu, pour éviter les pertes de balles ou et aussi pour couvrir les espaces. Et qui de mieux pour Kessié, on va dire, mis à part peut-être Frenkie, pour couvrir dans le dos de Jordi Alba. Si on prend un contre, on a un Kessié dans cette zone-là de Jordi Alba qui joue très haut, qui peut couvrir les espaces. Donc pour moi, il aura ce rôle-là défensif, on va dire plutôt. Il aura évidemment ce rôle physique pour apporter son apport physique donc et pour combiner avec ses collègues, évidemment. Mais il aura surtout ce rôle défensif pour couvrir cette zone-là. Frenkie, pour moi, pourra se projeter un peu et venir combiner avec Ansu Fati, Jordi Alba. Il n'y a pas de problème. Et Gavi, pareil, il pourra se projeter aussi dans le demi-espace comme il le fait souvent pour Ferran Torres. Bim, j'ai effacé tout. Il pourra se déplacer, se projeter dans le demi-espace si Ferran Torres est voilà, et pour le jouer dans le dos des défenseurs. Ou alors si Ferran rentre, Gavi peut y aller, enfin, ou même Sergio Roberto. Sergio Roberto, c'est un peu pareil que Kessié, il aura le même rôle, il vient en soutien. Il vient pas forcément pour dédoubler, il peut se projeter dans le demi-espace comme il l'avait fait contre l'Inter quand Rafinha lui donne la balle et qu'il centre pour Dembélé par exemple. Et dans ce cas-là, Gavi va prendre sa place. Si Roberto il monte là, Gavi va rester pour couvrir, on va dire. On va pas non plus tous monter en attaque, les gars. Donc voilà, ça serait à peu près cette tronche là, quoi. C'est ça le délire. Donc maintenant, oui, ça fait beaucoup de changements. On va un peu finir là, on va s'arrêter là, mais ça fait beaucoup de changements. Ferran Torres, Ansu Fati, Kessié, Frenkie au milieu. Il n'y a pas Pedri. Voilà, c'est Marcos Alonso en défense centrale, Jordi Alba sur le côté gauche. Alors oui, ça peut faire scandale. Voilà, je m'attends à prendre des critiques, mais c'est pas grave. Il faut de temps en temps un peu oser aussi des trucs. Comme je l'ai dit, Jordi Alba, moi je le sens plutôt bien, je l'ai bien senti avec sa rentrée contre le Real. Il peut arriver à bien combiner avec Ansu Fati, c'est ce qu'on a vu quand il est rentré avec Ansu, tout ça sur le côté, ça a combiné plutôt pas mal. Jordi Alba aussi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il peut jouer de temps en temps direct aussi, loin. C'est-à-dire, pour m'expliquer un peu plus clairement, il va jouer dans le dos des défenseurs, il va lancer l'attaquant, par exemple si c'est Ansu Fati ou si c'est Lewandowski, il va le lancer de loin, il va faire une balle dans le dos des défenseurs. Et ça, il est plus intéressant là-dedans, Jordi Alba, que dans ses centres. Dans ses centres, à chaque fois, il est en 1 contre 1, il tire sur le joueur direct, il centre. Là où il est bon, Jordi Alba, c'est pour se projeter dans le dos des défenseurs et tu le lances en profondeur et il fait une passe en retrait, on va dire, dans la surface. Normalement c'était à Messi, il y avait toujours but. Bon, maintenant qu'il n'y a plus Messi, ça se voit un peu moins, mais bon, il est bon là-dedans, le Jordi Alba, et il est bon dans ce que j'ai dit, dans les ballons au-dessus de la défense, pour faire partir plus rapidement les attaquants. Et ça, on l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, si la défense de Villarreal, elle presse haut, dans le dos en plus ça sera du côté d'Albiol, dans le dos d'Albiol, si t'as un Ansu Fati ou un Lewandowski qui se projette directement, sans construire tout ça, un jeu long, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal à cette équipe de Villarreal. Voilà pourquoi je mets Jordi Alba. Et puis ça permet aussi de faire souffler un peu Baldé. Pourquoi pas voir Baldé qui rentre en cours de match pour garder un peu le rythme, tout ça. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je préfère voir Baldé contre Bilbao. Ce sera un match plus compliqué à mon avis, plus compliqué, avec un Iñaki Williams là, les frères Williams là sur les côtés. Ça va être plus tendu pour Baldé. Donc je mettrai Baldé plutôt, je le garde un peu de fraîcheur pour ce match-là. Après Ferran, voilà, hein, Ferran, je sais que ça peut tiquer. On peut dire pourquoi tu mets pas Dembélé à droite.
droite ou Rafinha à droite. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo dans l'analyse du Real, moi ce que je veux voir maintenant c'est soit Dembélé soit Rafinha à droite, mais pas les deux sur le même terrain, en tout cas pour un petit moment. Là j'attends un peu de Ferran Torres. Ferran Torres il a fait une bonne rentrée contre le Real, c'est lui qui marque tout ça. Ansu Fati aussi a fait une bonne rentrée, les deux ont apporté sur le but en fait. Les trois attaquants, Ansu Fati, Lewandowski et Ferran Torres, sont impliqués sur le but, clairement. Ansu Fati qui fait la différence sur le côté en dribblant et en centrant. Lewandowski qui dévie la balle et qui la prolonge pour Ferran Torres, qui est bien placé et qui marque. Les trois sont sur ce but-là. Autant y aller, c'est maintenant ou jamais pour eux de prendre la confiance. Ansu Fati, on l'attend depuis un moment, son retour. C'est ce match-là, on l'attend fortement. Donc j'attends beaucoup d'Ansu Fati, j'attends beaucoup de Ferran Torres. Et puis on verra bien. Si ça ne fonctionne pas, j'espère que Xavi fera pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si c'est une catastrophe en première mi-temps, faut pas avoir peur de faire des changements dès le retour de la mi-temps, au moins pour un joueur, tu vois. Tu vas pas faire 5 changements à la mi-temps, mais tu vois, faut oser. C'est ça qui manque à Xavi pour moi. C'est qu'il met trop de temps, il est trop prudent dans ses prises de décision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On se retrouve donc demain pour l'avant-match, je ferai un avant-match pour ceux qui sont encore là, sur Twitch cette fois-ci, pas de YouTube. Ça m'a un peu gonflé, je vous avoue, le dernier live, j'en pouvais plus, ça m'a presque foutu en l'air ma journée. Donc on va faire ça tranquille sur Twitch, puis on se retrouve après pour le débrief à chaud sur YouTube comme d'habitude. D'ici là, donc portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.